Alors bonjour à tous. Je vais commencer ce direct qui va m'en sortir pour vous expliquer un peu, pour essayer de discuter un peu de cette situation de la chloroquine. Et je ne vous cache pas que c'est pas évident. Je vais essayer de pas être trop long, histoire de laisser émerger éventuellement des questions sur le groupe. Et on va essayer de vraiment travailler autour de cette espèce de folie qui s'est emparée de la question de la chloroquine. Alors je vais essayer de vous resituer un peu rapidement le contexte. Le contexte est le suivant. Vous savez, je vous l'ai déjà dit dans un live précédent, qu'il y a un grand débat, maintenant tout le monde le sait, Raoult versus le reste du monde, sur la question de l'hydrochloroquine en particulier associée à un antibiotique, sur le traitement la donc du Covid-19. Le problème qui se pose est le suivant. D'un côté, vous avez Raoult qui dit moi j'ai fait des tests et ça marche. Voilà. Et il a publié, on se souvient, ses premières études en disant fin de la partie. On était déjà autour du mois de février, 27 février, quelque chose comme ça. Je m'en souviens, j'étais sur le plateau, je les ai commentés quasiment en instantané sur le plateau de France 24. Et vous avez de l'autre les autres scientifiques, les autres médecins qui disent oh là là, attention, ces études, euh, elles ont un biais déontologique, elles ont un biais scientifique, elles ont un biais tout ce que vous voulez, elles ne sont pas probantes et donc attention, pas de faux triomphalisme. Là-dessus, il semble que la mayonnaise est prise avec la chloroquine, puisque des pays en ont acheté, le Maroc, certains pays d'Afrique, les États-Unis, avec Trump, dont on se souvient que Trump vient nous dire que ça y est, il a le remède miracle. Optimisme tempéré par Anthony Fauci, qui vient vous expliquer que c'est peut-être pas aussi simple euh, qu'il n'y paraît, et que, attention, la FDA se place un peu en retrait et dit il faut évaluer. Tout le monde se fonde sur une étude clinique chinoise à laquelle chacun fait dire à peu près ce qu'il veut, mais quoi qu'il en soit, donc en l'état actuel, après avoir dit un peu tout et son contraire, il y a trois éléments qui sont en faveur de trois éléments qui sont en faveur effectivement de ce développement de la chloroquine. Premièrement, mais je vais y venir, vous avez un essai clinique européen qui est l'essai Discovery, dans lequel est inclus la chloroquine, et donc enfin l'hydrochloroquine en tout cas avec l'association antibiothérapie, et vous avez un certain nombre d'hôpitaux qui sont dedans, et vous avez 800 patients en France qui sont traités dans le cadre de l'étude clinique. Vous avez ensuite effectivement le ministre qui a dit je jouerai pas avec la santé des patients et qui donc a recueilli l'avis du Haut Comité de santé publique récemment en vue d'un décret encadrant la prescription de thyroxychloroquine. Ça, c'était jeudi. Vendredi, un autre décret est paru rectifiant le premier, et le tout au milieu d'un recours devant le Conseil d'État fait par des syndicats dont j'ai pas tout compris du recours, qui disent prescription généralisée à tout le monde et arrêtez de nous emmerder pour faire ça. Alors, et le Conseil d'État a demandé qu'on lui communique hier, je crois que c'était hier ou avant-hier, a demandé à ce qu'on lui communique les éléments sur Discovery pour prendre sa décision aujourd'hui. Donc à l'heure où je vous parle, je sais même pas ce que va dire le Conseil d'État. Je me suis demandé s'il n'allait pas Thibaut Soublet, en fait, qui est un de mes collaborateurs, normalement, s'il intervient pendant le live, me le dira. Mais pour l'instant, voilà, je veux dire, je me suis demandé si j'allais le faire. Alors, et surtout, je me suis dit, j'allais vous dire quoi? C'est un énorme problème, cette histoire. Parce que finalement, il y a deux manières de voir, il y a trois façons d'aborder le problème de la chloroquine. Une façon juridique, une façon médicale, et une façon administrative, si je puis dire, ou sociologique, sociopolitique. Et les trois s'entremêlent dans cette histoire. Alors, on pourrait me dire, la problématique de la chloroquine, elle est médicale, elle n'est pas juridique. Alors c'est vrai dans une certaine mesure, mais comme je vous l'avais dit, la problématique c'est que une autorisation de mise sur le marché, c'est une autorisation de mise sur le marché. La chloroquine, elle n'est pas faite pour être mise sur le, elle n'est pas faite pour être utilisée autrement que dans son indication première, et par définition, elle n'était pas indiquée dans le cadre du Covid-19. Mais existe une possibilité pour le praticien sous sa responsabilité à des conditions précises, comme je vous l'avais dit, de prescrire hors utilisation mise sur le marché. Et c'est un petit peu, en gros, ce que fait
Raoult ici précisait qu'un médecin est toujours libre de ses prescriptions et que si demain matin, j'avais pris un exemple qui n'était pas inintéressant sur la question des antalgiques contre les morphiniques, notamment dans le traitement du cancer, si je les traite dans le cadre, si je les prends, les prescris dans le cadre d'une autre pathologie que cancéreuse, je ne suis plus je ne suis plus dans l'indication de mise sur le marché, mais je demeure libre de mes prescriptions. C'est un principe fondamental. Le médecin est libre de ses prescriptions. Il est libre de prescrire un traitement en même tant et si bien qu'en pédiatrie, c'est 80% des prescriptions puisqu'il n'y a pas d'essai clinique réellement sur les enfants. Bon. Ça aurait pu s'arrêter là. C'est-à-dire que moi, j'aurais aimé que ça s'arrête là. C'est-à-dire que j'aurais aimé qu'on dise, bon, bah finalement, c'est assez simple. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va intégrer la chloroquine à des essais cliniques. Voilà. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'on va intégrer à ce vaste essai clinique les médecins libéraux. Je sais que Macron a dit qu'on a tout fait dans les temps. Merci de me le dire. Mais le truc, c'est que voilà, on est dans une histoire où on s'y est mal pris et je vais vous expliquer l'état du problème. Avant-hier, il y a un décret qui sort. Ce décret, que j'ai sous les yeux, va venir effectivement prendre appui, paraît-il, sur un avis du Haut Conseil de la santé publique. D'ailleurs, c'est un aspect intéressant que je voulais soulever avec vous. C'est que si vous regardez, il y a un truc intéressant dans ce pays. Il y a le Haut Conseil de santé publique, l'Agence sanitaire du médicament, la Haute Autorité de santé. Vous en avez plein d'organes. Plein. Et pourtant, on a besoin de s'adjoindre un conseil scientifique dont on se demande quand même quel est le rôle, vu le nombre d'administrations ou d'autorités administratives en tout cas, qui gravitent dans les sphères du pouvoir et qui, on voit, posent des recommandations. Donc je comprends pas à quoi sert ce conseil scientifique, donc il n'a aucun statut, ce conseil scientifique. Mais bref. Donc, le Haut Comité de santé publique, c'est ce que j'ai sous les yeux, va venir vous expliquer que il va venir faire un peu le bilan, il va vous dire, bon, on a quelques trucs qui marchent, mais pas complètement. Voilà, il va vous donner un truc intéressant, il va vous donner les études sur 20 patients hospitalisés, 600 mg par jour pendant 10 jours. Il va vous donner les taux global de négativation de la PCR, c'est-à-dire effectivement de la charge virale, sous hydrochloroquine, 70% contre 12% chez les patients hospitalisés non traités par hydrochloroquine. A priori, donc hydroxychloroquine. C'est-à-dire qu'a priori, l'hydroxychloroquine, c'est ce que dit Raoult, baisse la charge virale, et on s'en aperçoit effectivement, puisqu'on a un PCR négatif pour quand même eh bien 70% contre 12% non traités par l'hydro. Bon. Qu'est-ce que dit le HCSP? Il vous dit estime que ces résultats exploratoires doivent être considérés avec prudence en raison du faible effectif de l'étude, incluant en partie des patients asymptomatiques, donc c'est-à-dire s'ils sont asymptomatiques, on ne sait pas vraiment dire, pour faire simple, si ensuite, comment je vais dire, on ne sait pas vraiment dire si le traitement a eu un effet ou pas, puisqu'il était asymptomatique. Bon, de l'absence de bras témoins et de critères de jugement uniquement virologiques, pas de données cliniques, ce qui est assez logique. Le HCSP, dit-il, relève le faible niveau de preuve d'efficacité clinique de l'hydroxychloroquine ou l'association hydroxychloroquine plus azithromycine à partir de données disponibles. Mais, il dit quand même, ces données précliniques, donc il parle de données précliniques, doivent cependant être complétées par de nouvelles études afin de confirmer ou infirmer les premières conclusions. Et c'est là où il parle de l'essai européen, de l'essai Discovery, avec 400 mg par jour, 2 fois par jour à J1, puis 400 mg par jour en une prise par jour pendant 9 jours. Bon. Donc, on a un truc qui est à peu près cadré. Le HCSP va vous dire ça. Il va dire, bon, on préférerait effectivement, en traitement curatif, le réserver à des cas relativement graves, c'est ce qu'il va dire, réserver le traitement par hydroxychloroquine aux formes sévères de Covid-19 pour des patients hospitalisés, de conditionner la mise en place traitement de décision collégiale, d'inclure le patient dans la mesure du possible dans la cohorte French Covid-19, parce qu'il y a 2 études cliniques, une européenne et une française, pour enrichir les données pertinentes disponibles sur ce traitement.
Et il va vous décrire, je suis désolé, hein, c'est un peu redondant, mais je vais essayer de bien vous expliquer de quoi on parle. Il va expliquer les deux situations dans lesquelles l'hydroxychloroquine peut être envisagée. Il va vous dire la pneumonie oxygéno-requérante, donc avec anomalie bilatérale à la radiographie thoracique au scanner thoracique, il y a vraiment une pneumopathie qui est installée, avec des anomalies bilatérales, donc au scanner, donc on a une documentation scanographique, on a effectivement déjà une pneumopathie installée, et dans ces cas-là, il va vous dire, bon, l'hydroxychloroquine peut être envisagée. Premier élément. Deuxième cas, la pneumonie avec insuffisance respiratoire aiguë ou avec défaillance multiviscérale. Quoi. Alors, d'ailleurs, oui et non, parce qu'en défaillance multiviscérale, il va plutôt, et c'est pas complètement stupide, parler effectivement du remdesivir. En présence de défaillance d'organes hors défaillance respiratoire, il va proposer l'hydroxychloroquine, mais voilà, il hésite un peu. Mais en tout cas, il le réserve aux formes graves. Mais, et c'est un élément tout à fait essentiel que je vous demande de bien retenir, c'est que il va quand même effectivement ce comité santé publique, il va quand même ne pas exclure totalement la possibilité, dans les autres cas plus légers, de le prescrire. Il dit que c'est pas utile, il dit qu'on n'a pas vraiment d'éléments de sécurité, mais il peut pas interdire la prescription puisque par définition, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a une liberté de prescription, donc on ne peut pas réellement lui interdire au médecin qui le voudrait de le prescrire. Dans ces cas-là, il va dire bon, faites gaffe quand même, c'est sous votre responsabilité, et faites-nous remonter les données cliniques, les données épidémiologiques, les données cliniques pour faire simple, pour qu'on puisse les inclure pour les inclure à l'étude clinique. Donc on voit que quand même, on est sur une situation où on préfère donner l'hydroxychloroquine à des patients qui déjà sont atteints. On évite de les donner à des formes paucisymptomatiques. Et pourquoi est-ce qu'on va éviter de les donner à des formes paucisymptomatiques? Eh bien parce qu'on n'a vraiment pas de recul et que quand même on est sur une molécule qui n'est pas neutre et à laquelle il faut faire gaffe. Et comme effectivement on sait qu'on a un taux de résorption relativement important dans les formes peu graves, et donc on préfère privilégier les formes graves sur lesquelles on n'a pas de traitement disponible. C'est le compassionate use de Trump et de Anthony Fauci, qui est vraiment de dire, bah, c'est un peu quand on n'a rien d'autre, on prescrit ça. Mais si l'abstention thérapeutique conduit à des résultats, la limite, autant s'abstenir quelque part. Et c'est un petit peu ce qui va se passer dans l'étude que j'ai sous les yeux, qui est vraiment l'étude chinoise qui a servi de fondement un petit peu à cet essai clinique, hein, une étude un petit peu récente, qui va venir vous dire la chose suivante, qui est pas inintéressante. Hein. On est sur 30 patients qui ont reçu dans le HCQ, donc hydroxychloroquine, à 400 mg par jour pour 5 jours, avec des traitements conventionnels. Et dans le second groupe, on a prescrit que des traitements différents, plus conventionnels, qui sont des traitements symptomatiques finalement. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir la chose suivante. Un patient, dans ce qu'on va appeler le HCQ group, c'est-à-dire le traitement du groupe de l'hydroxychloroquine, a développé des effets sévères, comment je traduire ça, des complications, voilà, des complications assez graves pendant le traitement. Donc ça, c'est quand même un qui a développé des traitements, des negative conversion, je mélange avec l'anglais, des complications, en fait, voilà, je vais y arriver. Après ça, l'étude va montrer un truc intéressant. On va dire, bon, on va regarder où en était la charge virale, le Covid 19, donc nucléique acide, donc qui est vraiment la composante virale, la charge, pour faire ça. Comment, pour faire simple, au bout de quelques jours, donc au bout de 7 jours,
comment ça va se passer? Et ben là, c'est intéressant. On a une diminution substantielle de la charge virale dans le groupe traité par HCQ, par hydroxychloroquine. Donc, dans 86,7% des cas, c'est-à-dire 13 patients, et 14 dans l'autre groupe. Donc, on a une espèce d'équivalence un petit peu plus importante, en 93%. On voit que c'est intéressant parce que l'hydroxychloroquine n'a rien apporté, en fait, ici. On s'est demandé après, the median duration from hospitalization, c'est la durée moyenne d'hospitalisation. Bah, est-ce que finalement ça a influé sur la durée moyenne d'hospitalisation? Alors, on va dire 4 jours dans le délai, en moyenne, 4 jours dans le délai dans le HCQ group, et dans l'autre groupe, donc le traitement conventionnel sans HCQ, bah aussi on est à la même chose en fait, c'est exactement la même chose. Donc on n'a pas de réduction de la durée d'hospitalisation non plus. Alors, là où il y a un truc qui est peut-être intéressant, c'est dans la progression radiologique, donc avec l'amélioration de l'aspect radiologique, où là on va avoir quelque chose de pas totalement inintéressant, puisque on va avoir donc alors c'est un peu plus compliqué parce que l'étude est un peu compliquée là-dessus, mais on va avoir, pour faire simple, c'est la même, on a donc 5 cas d'amélioration dans la hydroxychloroquine, 7 cas dans l'autre, ce qui laisserait entendre que même la disparition des signes cliniques, finalement des signes radiologiques, elle n'est pas probante en fait avec l'hydroxychloroquine. Moi je vous lis l'étude telle qu'elle se révèle. Et donc on n'a pas, si vous voulez, on n'est pas, on dit l'étude elle va démontrer un truc, c'est dans la conclusion, c'est que le pronostic des patients qui sont atteints de Covid-19 dans ce contexte est bonne. Alors il va falloir prolonger les études, dit-on, pour vérifier effectivement l'intérêt du Covid-19, de l'hydroxychloroquine dans ce contexte précis. Et donc on voit bien que ça rejoint d'ailleurs une discussion dont j'ai eu le verbatim entre la PHP et la Chine, où les professeurs chinois disaient non, en ville, ils faisaient référence un peu à ça, en disant c'est pas probant, c'est pas génial, mais ça aurait on n'a pas vraiment le choix, donc ça a quelques résultats pas inintéressants sur les patients. Alors, je lis un truc en même temps, parce qu'il y a un truc qui vient de tomber sur l'hydroxychloroquine, azithromycine et sulfate de zinc. Ça va tellement vite qu'on sait pas. En fait. Bref. Donc, premier décret d'avant-hier, qu'est-ce qui va se passer? Le décret va vous dire, bon bah voilà, on va effectivement autoriser, pour faire simple, la prescription d'hydroxychloroquine, voilà, mais uniquement en usage hospitalier, quitte à le renouveler en médecine de ville. Alors évidemment, c'est normal, pour la raison suivante, c'est qu'on y a de médecins qu'à l'hôpital. Les médecins de ville ne sont pas là pour faire de la clinique, hein, on est d'accord, évidemment. De même que les infirmières ne sont pas des vrais professionnels de santé, il va de soi que dans l'esprit de nos dirigeants, les médecins de ville, on va quand même pas les faire participer à un essai clinique, manquerait plus que ça. Les médecins de ville, ils sont là pour prescrire du Doliprane et des antibiotiques, et encore, ils le prescrivent mal, puisque voilà qu'ils prescrivent de l'antibiotique dans des pathologies virales, et qu'on sait bien que le déficit de la Sécu, c'est à cause d'eux, et qu'ils ont des mauvaises indications. De là à leur donner la possibilité de prescrire dans le cadre d'un essai clinique, faut pas déconner non plus. On va pas faire ça, non mais, vous savez, hein, c'est un peu comme chez nous. Chez nous, il y a les universitaires, ceux qui pensent le droit, et puis les mecs comme moi qui appliquent le droit. Et moi, je suis le bas de la chaîne alimentaire. Ben, c'est un peu pareil ici. Quand vous avez des comités de juristes qui sont amusants, quand vous avez des comités de juristes dans mon boulot, pour les textes, on demande à des professeurs des universités. Oui, parce que c'est normal. Nous, effectivement, praticiens, on n'est rien, on n'est personne. C'est pas grave, hein, mais voilà, c'est un petit peu le sentiment qu'on a. Là, c'est pareil, la médecine libérale n'existe pas, donc on va quand même pas lui permettre de prescrire en première intention de l'hydroxychloroquine, ici précisé que c'était donc en hospitalier, avec le renouvellement possible en ville, l'autorisation du médecin hospitalier.
court terme. En plus, il faut qu'il ait l'accord de papa, parce que sinon, c'est pas bien. Donc, si on prend dans le groupe que nous constituons, Philippe Nakache aurait pu le prescrire, pas Emmanuel Sarrazin. Mais ce texte, l'un dans l'autre, avait un mérite, c'est qu'il permettait, en gros, de prescrire de l'hydroxychloroquine en milieu hospitalier. Il élargissait, c'est pour ça que Raoult a remercié d'ailleurs, il élargissait. Sauf que Raoult n'a pas vu un truc dans ce décret qui a été repris d'ailleurs. Alors celui d'après, je vais vous reparler de ce qu'il n'a pas vu, mais on va reparler de celui d'après. Hier, on a tout à coup décidé que ça allait changer. Vérité du jeudi n'est pas vérité du vendredi, et que non. Ici, ça va être effectivement très important de maintenant dire qu'il faut réserver ça aux cas particulièrement graves, et notamment, évidemment, aux patients en réa, puisque, on va dire, ces prescriptions interviennent après décision collégiale dans le respect des recommandations du Haut Conseil de santé publique, et en particulier de l'indication pour les patients atteints de pneumonie oxygéno-requérante ou d'une défaillance d'organes. En d'autres termes, c'est en réa qu'on va le prescrire, et ce, sous l'avis du Haut Comité de santé publique, qui n'est pas celui-là. Je vous l'ai dit tout à l'heure, le Comité de santé publique, c'est vrai, préconisait les formes graves, mais n'interdisait pas de prescrire dans un autre cadre, en ville notamment, dans le cadre de prescription hors AMM. Et ici, la particularité, c'est que vous pourriez vous dire que les médecins de ville pourraient quand même continuer à prescrire quand même. Non, ils peuvent pas, pour la raison suivante, ils sont vendus au public et au détail par les pharmacies à usage intérieur autorisés et pris en charge, machin chose, le cas échéant, voilà. Et on vous dit que donc, on n'a pas le droit de vous on n'a pas les pharmacies n'ont pas le droit de vous le délivrer, pour faire ça. Notamment parce que on n'est pas dans le cadre, il faut qu'elle s'assure qu'on est bien effectivement dans le cadre de prescription. Bon, que vous dire d'autre? Que vous dire d'autre? Que donc une vérité d'un jour n'est pas vérité du lendemain. Qu'est-ce que je vous dise, moi? On ne sait pas écrire un texte, on ne sait pas écrire un texte. Alors il y a un truc amusant. Pour l'application du présent article, sont considérés comme établissements de santé les hôpitaux des armées, l'Institution nationale des invalides et les structures médicales opérationnelles relevant du ministre de la Défense déployées dans le cadre d'urgence sanitaire. En d'autres termes, Raoult n'a plus le droit de le prescrire. C'est ça que ça veut dire. Même en réa. A priori, Raoult n'a plus le droit de le prescrire. Ne peuvent le prescrire que les hôpitaux militaires. Voilà. C'est ça que ça veut dire. Je suis désolé, hein, le texte dit ce qu'il dit. Aujourd'hui, établissement de santé au sens du présent article, c'est les hôpitaux relevant du ministère de la Défense, etc. L'exception, c'est ceux qui participent à Discovery. Parce que eux, pour le coup, comme ils participent à l'étude clinique européenne, il n'y a pas de problème. Il y a certains hôpitaux qui sont listés qui participent à l'étude clinique européenne. Eux peuvent continuer à le prescrire. Mais tous les autres peuvent plus. Je suis désolé, c'est la lettre du texte. Raoult peut pas parce que je crois pas qu'il soit intégré. Je crois pas que Raoult soit intégré dans l'étude Discovery. Donc, si je lis à la lettre ce truc, il peut pas. Voilà. Moi, j'ai que ça à vous dire. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre, en fait? Là, il est fini quasiment. Hein. Aujourd'hui, l'hydroxychloroquine est dans un contexte hospitalier. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Je vous ai dit, c'est une approche médicale. Cette approche médicale, pour moi, elle est quand même un peu stupide. C'est-à-dire que je vois pas très bien ce qui justifie de réserver des prescriptions. D'abord, la décision collégiale. D'abord, c'est un premier problème, la décision collégiale. Je suis désolé. Il y a à un moment donné, c'est le problème de la. C'est là où je vous dis que dans ce pays, on a un problème. On n'est pas capable de décider. Il faut une prescription collégiale. Mais non, il ne faut pas une prescription collégiale. Il faut une prescription, effectivement, qui dépende ou du réanimateur ou le cas échéant de l'infectiologue. Mais il y a un type, a priori, l'infectiologue, c'est lui qui est en charge du dossier. Donc c'est pas complètement, c'est aberrant de dire décision collégiale. Pourquoi? On est dans une situation où de toute façon, on n'a pas le choix. On n'a rien d'autre à proposer. Et c'est du compassionate use. Donc pourquoi est-ce qu'on vient instaurer une problématique supplémentaire dans la collégialité? On vient effectivement instaurer un verrou supplémentaire. On vient instaurer, mais vraiment, on est malade on est malade de l'hyper-réglementation. C'est vraiment un énorme problème. On est malade de cette hyper-réglementation, vraiment. Pourquoi est-ce qu'on fait une collégialité?
On a des patients qui sont en train de mourir, les réa sont saturés, on n'y arrive plus. Si on a un bénéfice clinique, utilisons-le. Euh, utilisons-le rapidement et avançons. Alors, il y a quelque chose que, quand même, aberrant dans cette histoire. C'est pourquoi est-ce que c'est ce qu'a dit Philippe Douste-Blazy d'ailleurs, pourquoi est-ce que finalement les médecins de ville, les médecins libéraux n'ont pas le droit de venir inclure leurs patients dans des essais cliniques? C'est eux qui voient le plus grand nombre. Ils sont capables de surveiller. Ok, au pire c'est inefficace. D'accord, effectivement, c'est peut-être un peu dangereux. Mais quand vous avez une aggravation de l'état clinique, on n'est peut-être pas obligé d'attendre que le mec finisse en réa pour commencer à envisager de le traiter. Qu'on ne le traite pas au départ, ça paraît pas stupide, mais on voit, maintenant on a un peu de recul sur la phase symptomatologique et sur l'aggravation symptomatologique. Pourquoi est-ce qu'à un moment donné, quand on a une défaillance respiratoire qui commence à s'installer, est-ce qu'on ne vient pas fondamentalement instaurer un essai clinique, celui-là et d'autres d'ailleurs, mais pourquoi est-ce qu'on l'intègre pas? Dire, rappelez-vous ce que je vous ai dit la dernière fois, ni trop ni trop peu. Moi, Raoult, j'apprécie peu ses méthodes, mais néanmoins, parce que j'apprécie peu ses méthodes, que je ne reconnais pas à ce garçon une réelle compétence. On n'a pas affaire à quelqu'un qui sort de nulle part. Il n'est pas jeune interne. Il est quand même quelqu'un qui a une expérience. Il semble sûr de son coup. Alors, il faut y aller avec prudence, mais ça sert à ça, l'essai clinique. L'essai clinique dans une situation de catastrophe sanitaire, il sert à ça. Ça dérange personne. Enfin, je veux dire, il y a un truc qui effectivement m'agace au possible, c'est que je suis désolé. On vous dit oui, mais il faut être prudent. Et je vous le dis aussi hein, qu'il faut être prudent. Et je vous raconterai une histoire après. Mais il faut être prudent. Bien sûr qu'il faut être prudent. Évidemment qu'il faut être prudent. Mais oui, vous comprenez, c'est pas parce qu'on est en pandémie qu'il faut faire abstraction des règles de sécurité. Ah oui, certainement, mais complètement. Mais sauf qu'effectivement, on en est quand même à demander aux soignants de laver leur masque, on en est quand même à demander aux soignants de venir porter des FFP2 périmés, et on vient m'expliquer qu'on est en pleine pandémie et qu'à ce titre, il faudrait prendre tout un tas de précautions. Mais enfin, s'il faut prendre des précautions, donnez-nous des masques alors, soyons cohérents jusqu'au bout. Là, on n'a pas de masque, mais finalement, on a peut-être un espoir de traitement, laissez-le nous utiliser, mettez en place effectivement des recommandations sur l'utilisation, discutez-en et on va en parler. Sauf que il s'est passé un truc tout à fait extraordinaire dans cette histoire, c'est que le Conseil national de l'ordre des médecins, le Collège national de médecine des enseignants de médecine générale, est venu dissuader les médecins généralistes sous peine de poursuite quasiment de venir prescrire de l'hydroxychloroquine au motif pris que ce serait insuffisant sur le plan probatoire et sur le plan scientifique comme preuve. Mais j'ai envie de dire, mes amis, vous ne savez manifestement pas ce qu'est un essai clinique. On n'y arrivera jamais dans la déconsidération de la médecine libérale tant qu'effectivement ceux qui sont censés la représenter la déconsidèrent. Voilà pourquoi est-ce qu'on est en peine de médecins généralistes. Mais parce qu'à un moment donné, on n'est même pas foutu, leur collège national des enseignants est même pas fichu de venir dire c'est vous qui voyez les patients. Je pense à Médin, je pense à SOS médecins, je pense à tous ces gens qui voient des cohortes de patients et qui ont les moyens structurels de pouvoir dépister, diagnostiquer, traiter. Mais non, on va pas le faire parce que vous comprenez, c'est l'hôpital, les essais cliniques, c'est les professeurs, c'est pas vous. Vous êtes les médecins de seconde zone et on le revendique. On veut que les jeunes soient médecins généralistes, mais en même temps, on déconsidère la médecine générale. En pleine épidémie, on leur dit non, vous avez rien à faire dans l'histoire. Quand les professeurs auront fait ce qu'il y a à faire, vous appliquerez ce qu'ils ont à faire. On n'est pas des médecins, les généralistes, on n'est pas des médecins. Enfin, ils sont pas des médecins. C'est quand même dingue, je veux dire. C'est quand même complètement aberrant, cette histoire, de venir me dire que le Collège national des enseignants de médecine générale, je vais me calmer parce qu'après on va me dire que je suis hystérique. Il paraît que je suis hystérique, donc je vais me calmer. Mais je veux dire, c'est quand même aberrant que le Collège national des enseignants de médecine générale vous dise oh là là, ça c'est pas prouvé. Mais putain, tu sers à ça. T'es médecin. T'es médecin, bordel. Si t'es médecin, tu dois être intégré dans un essai clinique. Où est-il, diable, écrit que le médecin de ville ne peut pas participer à un essai clinique? On le prend pour qui? Pour un assassin? Le médecin de ville serait donc quelqu'un d'irresponsable et qui viendrait, pour l'appât du gain ou que sais-je, exposer ses patients à des risques injustifiés. Mais les essais cliniques, il suffit de les cadrer. Et il est capable de faire remonter
les éléments. La prescription aura elle-même, mais elle est au cœur de l'activité de médecine de ville. La médecine de ville, plus qu'aucune autre, est capable de s'adapter et est capable effectivement d'avoir une cohorte de patients avec un suivi précisément facile en ville, avec une étude de cohorte effectivement. Euh, je comprends pas, je comprends pas. Enfin, pardon, hein, mais moi je suis au contact de la médecine de ville dans mon quotidien. Enfin, je suis mais convaincu au plus profond de ce que je suis, que pour gérer des crises, il faut qu'on parte du plus petit et qu'on remonte. Que les gestions de crise, elles ne se font pas du plus grave vers le moins grave, mais que par définition, elles se font effectivement en remontant. On n'arrête pas de me parler du médecin généraliste, pilier du système de santé, on voit bien ce que ça veut dire. On voit bien quel est le problème de ce pays. On a une déconsidération des forces vives de la nation et tout ce qui est libéral n'existe pas. Je ne veux pas ici plaider, je ne veux pas lancer dans une espèce de plaidoirie pour la médecine libérale, c'est pas le débat. Mais regardez Macron qui va à Mulhouse et qui dit bon, après la crise, on reparlera des financements des hôpitaux. Hein. Vous avez mérité votre salaire, vous. Hein, mes petits gars, vous demain, vous allez avoir de l'argent. Hein. Les libéraux, eux, que dalle. Eux, non, les libéraux, ils n'existent pas. Eux. D'ailleurs, quand Macron va visiter l'hôpital. Vous l'avez vu aller à SOS Médecins. Vous l'avez vu effectivement aller chez Médinf. Vous l'avez vu aller dans les centres de soins non programmés. Vous l'avez vu aller partout. Bien sûr que non. Non, on va à l'hôpital. Bien sûr que l'hôpital est important dans cette épidémie. Mais en même temps, quand les patients, je croyais que le but c'était soulager les réas. Si vous voulez soulager les réas, le meilleur moyen c'est d'éviter qu'ils y aillent, les patients quand même. Hein. Enfin, je sais pas, moi je dis ça, je suis con, mais a priori, si on veut éviter, c'est un peu ce que dit d'ailleurs Raoult, qui dit si on veut éviter saturer les réas, le meilleur moyen c'est que les patients y aillent pas. Donc, ça c'est mon avis. Euh, alors oui, Raoult, il n'a pas inventé la poudre à canon. Oui, Raoult n'est pas le scientifique du siècle. Oui, Raoult, effectivement, n'est pas le type qui a découvert le traitement contre le sida. Oui, Raoult n'a pas découvert un traitement révolutionnaire contre le cancer. Mais Raoult a le mérite d'avoir proposé quelque chose. Qui a proposé autre chose? Les Italiens ont proposé des choses, pas de problème. À Bordeaux, on avait utilisé un truc qui n'a pas marché, qui marche mal. Ok, on a que ça à se mettre sous la dent. Testons-le. Alors on me dit 6 semaines. Et je vous ai dit la dernière fois, vous vous rendez pas compte, mais 6 semaines, c'est quand même peu. Et c'est vrai. Et c'est vrai que 6 semaines, c'est peu dans une étude clinique. Et il faut pas se prendre la tête. Sauf que le problème, si on avait des masques pour se protéger, et si on avait des tests, et si on avait des vraies mesures de confinement, 6 semaines, ça serait tenable. Mais comme effectivement tout part en cacahuète et qu'on n'a rien, mais rien du tout, parce qu'il paraît qu'on est en guerre et qu'on n'a rien pour faire la guerre, bah 6 semaines, c'est très long. Or, Raoult, et les études que j'ai là, tendent à montrer une amélioration clinique sur 6 à 8 jours. Si je comprends bien, on est au max, faut que je reprenne ça, mais on est au max à 10 jours là, 10 jours 14 max, puisque c'est la période effectivement. Je regarde ce qu'il dit là sur l'étude chinoise, c'est à, voilà, day 7. Donc c'est vraiment 7 jours. Euh, Même si c'est 14, pardon, mais 14 ou 7, c'est 14 ou 6 semaines, c'est plus la même chose. Donc, qu'est-ce qui nous empêche d'avoir une étude grandeur nature, j'ai envie de dire une espèce de cohorte nationale, et au bout de 14 jours dire bon, moi la Salpêtrière ça marche, moi Pompidou ça marche, moi Toulouse ça marche, moi à Marseille tiens ça marche pas. Ah, on va voir pourquoi ça marche pas. Mais parce que ça, pour faire ça, comme disait Adnan El Bakri, il faut être capable de faire remonter les datas. Le problème, c'est qu'on n'est pas foutu de faire remonter quoi que ce soit parce que les hôpitaux ne travaillent pas de concert. Et donc, si vous voulez, c'est un peu l'image que j'ai. C'est un peu comme si chacun avait sa petite étude. Il y a un type qui arrive, un type à cheval qui arrive et qui prend toutes les études et qui les fait remonter au ministère de la Santé. Puis après, le service courrier les donne au service compétent, qui le donne aux mecs compétents. Et puis le temps que tout ça travaille, ben, ça prend du temps. Et pendant ce temps-là, les gens meurent. Le problème, c'est qu'on n'est pas capable de réagir en urgence. On n'est pas capable de se débarrasser de la lourdeur administrative. On veut des études, on veut effectivement éviter un scandale sanitaire, sans compter que les scandales sanitaires, c'est toujours à partir du médicament, mais en même temps, on voit bien ici que le scandale sanitaire, il vient de l'indécision ministérielle, puisqu'on est capable, à 2 jours d'intervalle, de rédiger 2 décrets différents, précisant que, a priori, les établissements civils n'ont pas le droit de prescrire l'hydroxychloroquine. C'est écrit noir sur blanc, à tel point qu'un journaliste a demandé au ministère ce qu'il fallait entendre par établissement militaire, machin ville chouette, on lui a dit, on sait pas. On sait pas. Voilà. Voilà un petit peu l'état du problème. Alors moi, qu'est-ce que j'ai à vous dire? 2 choses. La première, c'est que, je regarde si la Conseil d'État est tombée, mais j'ai pas l'impression. Hein.
La première chose que j'ai à vous dire, elle est le suivant. On me demande ce que je propose comme solution. Alors, d'abord, moi, je propose pas de solution. Moi, je veux dire, je suis pas là pour poser des solutions. euh, le, la solution, enfin, si j'en ai eu. Alors, les projets de recherche auxquels les médecins de ville participent, on peut en discuter si vous voulez. Si vous avez une heure devant vous, alors si vous avez une heure et demie devant vous, je veux bien vous en parler. Hein. Parce que pour le coup, je les connais, les projets de recherche en médecine générale. Ça m'amuse beaucoup de voir comment ils sont considérés. Hein. Je veux dire, alors là, je veux bien en parler. C'est l'hôpital qui décide tout, et les médecins généralistes appliquent effectivement ce qu'on leur dit d'appliquer. Mais donnez-moi une étude qui effectivement partent de la médecine de ville. Allez voir. Qu'est-ce que je propose? C'est une bonne question, qu'est-ce que je propose? Il y aurait une solution pour moi. La solution, elle existerait, mais on ne peut pas l'avoir aujourd'hui. C'est ça que les syndicats de médecins libéraux, plutôt que d'égrener les plateaux télé, fassent leur boulot. Mais ça, c'est dans un monde idéal. Pardon, hein. Mais il paraît depuis ce matin qu'un syndicaliste sur CNews vous explique que tout va bien, que Monsieur le Président de la République et Monsieur le ministre de la Santé font très bien leur travail. Donc s'ils font très bien leur travail, c'est pas demain que vous aurez un soutien de ce côté-là. Mais la solution, ce serait effectivement que les médecins généralistes, mais attention à ce que je vais dire, parce que c'est chaud, hein, bravent l'interdiction, mais ils ne pourront pas la braver puisqu'ils ont pas accès, ils ont plus accès à l'hydroxychloroquine, puisque c'est maintenant, je vous ai dit tout à l'heure, c'est blindé, ils ont plus accès à ça. Donc la solution, c'est éventuellement de faire un recours, éventuellement de commencer à mettre la pression sur le gouvernement en disant, je vous préviens, moi je suis médecin généraliste, si j'ai un patient à qui je ne peux pas délivrer de chloroquine, je vous fais encore un procès sur 233.7 en considérant effectivement que vous mettez la vie de mon patient en danger. C'est une abstention volontaire. Que cette étude clinique, que votre position elle est stupide, etc. On peut faire ça. Mais vous imaginez pas ce que ça demande. Ça demande de rassembler derrière vous les médecins généralistes. Ça demande que les médecins de ville, et pas seulement les gens du collectif, mais que vous soyez 150, 200, 300, 400 à déposer une plainte, comme on l'a fait dans la Cour de la République, pour relative à ça. Que les patients, que vous, citoyens, vous puissiez déposer des plaintes en disant « Oh, hey, t'es gentil, mais c'est avec ma vie que tu joues là. » Le fait que moi, j'ai pas accès au traitement si je suis malade et que je dois m'attendre de crever à moitié pour l'avoir, c'est pas du tout correct et c'est pas du tout logique et c'est une perte de chance que je n'entends pas laisser passer. Mais le problème, c'est qu'on est en France. Et pardon, hein, moi je connais bien les États-Unis, je connais bien les États-Unis, c'est un problème, je connais bien les États-Unis. Ça, c'est possible aux États-Unis, avec cette force du lobbying qui existe par nature, avec cette capacité très libérale. D'ailleurs, le président serait déjà, enfin, le ministre serait déjà devant la commission d'enquête devant le Sénat. Mais en France, j'ai peu d'espoir que ça puisse fonctionner. Mais oui, la solution, c'est de vous lever. La solution, c'est à un moment donné de commencer à mettre la pression sur ce gouvernement qui ne sait plus où il va. Il est au milieu, là, ça se voit. Il est au milieu d'impératifs contradictoires. Il ne sait plus où il en est, le pauvre gouvernement, j'ai envie de dire. Il y a d'un côté le conseil scientifique, de l'autre le comité de santé publique, il y a la pression des uns, la pression des autres, et ça navigue, et ça nage, et ça nage. On est capable, à 2 jours d'intervalle, d'avoir 2 décrets. C'est pour vous dire à quel point l'action publique n'est même plus garantie. La continuité de l'action publique n'est plus garantie. La prévisibilité de l'action publique n'est plus garantie. On réagit au coup par coup. On ne sait plus, on est perdu. Pardon hein, pour l'image, mais c'est le champ lexical qui est le mien. Vous avez des chevaux qui, de temps en temps, vous font des sales coups, des chevaux difficiles, qui, au dernier moment, se mettent la première chose qu'ils essayent de faire, c'est commencer à s'emballer pour essayer de vous foutre par terre. Quoi. Et là, vous dirigez plus rien, quoi. Vous dirigez plus rien. Sauf si vous êtes un cavalier expérimenté ou vous savez ce que vous faites. Voilà. Je pense à un cheval à moitié dingue, qui a quel entraînement, où effectivement, ce cheval, il va passer son temps, mais vous ne contrôlez plus rien dessus. Vous mettez n'importe qui dessus, il contrôle plus rien. Sauf si vous êtes un cavalier émérite et que vous avez, je pense ici à mon ami qui est Franck Perret, qui est entraîneur de l'équipe de France.
Quand ce mec-là monte un cheval de cette nature, il sait où il va, il sait ce qu'il fait, ça lui fait pas peur. Mais ici, le problème, c'est que ce gouvernement est incapable de gérer le cheval. La machine s'est emballée, le cheval s'est emballé, et et puis il essaie de tirer sur les rênes à droite, à gauche. Il essaie tout ce qu'il peut, tout ce qu'il peut, tout ce qu'il peut. Sauf que tout ce qu'il fait aggrave la situation, en fait. Parce que au bout d'un moment, il y a une espèce de résistance. Les gens s'emballent, les gens meurent, les hôpitaux sont surchargés. Du coup, on fait des procès, les gens sont pas contents. Et c'est vraiment la machine qui s'est emballée. Je veux dire, vous pouvez plus rien faire aujourd'hui. Aujourd'hui, ce gouvernement, pour moi, est parti exactement comme un cheval qui s'emballe, avec un cavalier moyen dessus. Et ce qu'il faut, c'est récupérer les rênes. Quoi. Ce qu'il faut, c'est que quelqu'un lui dise quoi faire. Et c'est le sens de toutes les actions qu'on a menées. C'est le sens de ce que fait Adnan, Philippe Nakache. C'est le sens de ce que fait Emmanuel Sarrazin et David Taureau. C'est tout ça. C'est à un moment donné de dire ce qu'il faut faire. Aujourd'hui, moi, si j'étais vous, ce que je ferais, c'est que pour le coup, un collectif citoyen, là, ça peut valoir le coup, pour dire mais pourquoi on défend nos libéraux, on défend nos médecins libéraux et on veut que nos médecins libéraux soient autorisés à prescrire en médecine de ville. Ça tient. Ça peut tenir. Ouais, ça peut tenir. Mais à part ça, il n'y a pas grand chose à vous proposer, hein. Je vous donnerai tout à l'heure, quand je l'aurai, l'arrêt du Conseil d'État, j'essaierai de le commenter. Ça m'énerve, mais j'essaierai. On n'est pas à l'abri d'un miracle, on n'est pas à l'abri que, même face à une requête stupide, le Conseil d'État ait de rendre une décision intelligente, ça arrive. Mais on verra effectivement à ce moment-là. Voilà, j'ai pas grand-chose de plus à vous dire, sinon un truc. 1985, vous connaissez l'histoire, on a un traitement antiviral, on a un traitement antiviral contre le sida. Claude Even et son équipe trouvent un traitement miracle. À ce moment-là, on se précipite dans le cabinet du ministre qui veut absolument prendre les devants par rapport aux États-Unis et va déclencher sur 6 ou 7 patients, l'étude clinique, va déclencher une conférence de presse pour dire on a trouvé le traitement miracle contre le sida. Photo, une de Paris Match, une de ce que vous voulez, François, etc. Okay. Patient meurt 5 jours plus tard. Et c'est la catastrophe du siècle. Donc Claude Even n'a pas si mal réussi après, finalement, comme quoi. Mais le fait est que on a voulu juste faire de la communication. En fait. On s'est foutu de la clinique, on a voulu faire de la communication. Et l'expression demeurera, c'est ce qui se passe quand le politique met sa main dans la culotte de la science. C'est un peu ça ici. Nous sommes en plein dedans, nous avons même mis les deux mains, c'est de la politique et ça n'est plus rien d'autre. Nous avons un gouvernement qui navigue à vue. Et donc aujourd'hui, si vous voulez avoir un espoir avec cette hydroxychloroquine, vous n'avez pas le choix, mis à part défendre vos médecins libéraux et engager des procédures à fond les manettes, j'ai envie de dire, pour faire pression sur ce gouvernement, parce que quand on fait pression, ça marche. On l'a vu avec les masques, on l'a vu avec les tests, et ça marche. Alors, pas encore parce qu'il y a le temps de la réaction, mais n'empêche que ça marche. Et si on n'était pas intervenu, on n'aurait pas eu l'FFP2, et avec la bénédiction de toutes les organisations représentatives. Bref, live terminé, 45 minutes, c'est pas si mal. Autre chose à vous dire? Est-ce qu'il y a autre chose à vous dire? Une chose, oui, rapide. On me parle beaucoup, je digresse, mais on parle beaucoup d'un collectif citoyen, plein de covid19.fr, et on m'arrête pas de me demander est-ce qu'il faut que je participe à ce truc ou pas. Alors moi, j'ai pas à vous dire ce que vous devez faire d'abord. Je suis pas là pour ça. J'ai à vous donner mon avis et je vous le donne. Mon avis, c'est que moi je suis avocat et que quand j'ai un problème, effectivement, j'aime bien que mes clients viennent me voir directement quand ils ont un problème. Tiens, faut que je vous donne une info après. J'aime bien effectivement quand les clients ont un problème qu'ils viennent me voir. Voilà. Quand j'ai un problème, je vais voir mon médecin. Je n'aime pas l'idée des trucs auto-proclamés, ainsi tu remplis ton truc, machin, puis après, non, c'est pas comme ça que ça marche. La plainte, c'est un acte juridique qui vous engage, et on a besoin effectivement pour ça de professionnels du droit. Moi, je vous le dis d'autant plus que je m'en fous, parce que de toute façon, sauf peut-être pour l'hydroxychloroquine. L'hydroxychloroquine, si un collectif citoyen veut se monter, je pense que je prendrai. Parce que c'est pour la défense de la médecine libérale, vous défendez vos médecins en faisant ça. Je pense que je le prendrai. Mais venir prendre un collectif citoyen pour déposer une plainte contre l'État, comme l'ont fait les médecins, je le prendrai pas. J'ai aucun intérêt à vous dire, n'y allez pas, quoi. Mais moi, je pense qu'il faut trouver un avocat qui accepte de fédérer les plaintes
et après effectivement de déposer ses plaintes. Et moi j'aime pas ces trucs avec des récupérations politiques à la clé, j'aime pas ça. Voilà, ça c'est mon avis. Moi je suis libre et indépendant et personne ne me récupère. Dernier point, appel ce matin d'une aide-soignante d'un hôpital qui me dit voilà, j'ai dénoncé le manque de moyens à notre hôpital et je suis convoqué par ma direction dans le cadre d'une procédure disciplinaire. Voilà où on en est. Bienvenue en France. Je dénonce les manques de moyens. J'ai dit qu'on avait renvoyé une patiente de 95 ans chez elle sans même l'examiner. Ça me vaut une convocation disciplinaire avec un possible licenciement. Je lui ai dit, appelez, montrez-moi votre procédure et je vous garantis que c'est pas demain que vous allez vous faire licencier. Croyez-moi. Voilà, terminé, j'ai fini. Voilà, autre chose, pas de questions particulières, je ne crois pas, j'en vois pas. Euh, Trop de plaintes de collectifs tuent les collectifs, c'est bien mon avis. J'ai fait de conneries avec mon ordinateur. Voilà, non, c'est ça. Euh, alors, voilà. À plus tard. Je vous donne l'arrêt du Conseil d'État dès que je l'ai.